Il y a peu de femmes dans le champ intellectuel et Hannah Arendt est une des figures majeures du champ intellectuel du XXe siècle. C'est la première qui a réalisé que l'horreur nazie et l'horreur atomique d'Hiroshima marquaient une césure profonde dans la tradition de la philosophie et qui a décidé de la penser. En même temps, Hannah Arendt dit tout le temps qu'elle n'est pas un penseur professionnel. Elle refuse même le terme de philosophe. Elle dit tout le temps « je ne suis pas une philosophe ». Ce qu'elle veut avant tout, c'est comprendre et comprendre à partir de l'expérience de la vie vécue. Et c'est ce qui nous a passionnés en fait, cette volonté de prendre à pleine main la vie, le temps, l'amour et l'histoire, la gangue historique dans laquelle on est parfois pris contre son gré, et de penser cela. Et ce qui est intéressant chez elle, c'est qu'elle inaugure en fait la postmodernité, c'est-à-dire la prise en compte de questions inouïes qui ne se posaient pas avant, qui pendant près de 2500 ans se sont jamais posées, c'est-à-dire la possible destruction de l'espèce humaine, le gaspillage des ressources de la planète, la société de masse, l'atomisation de l'individu, bref, tout ce qui est en train de désagréger la condition humaine. Et malgré tout cela, malgré tout ce qu'elle a vécu aussi sur un plan personnel, malgré l'exil, malgré la condition de paria, de sans-papier, malgré l'histoire du Troisième Reich, la fuite de pays en pays, malgré les amis qui se suicident, malgré les parents qui sont en camp de concentration, et bien malgré tout cela, elle dit il faut aimer le monde. Nous devons d'aimer le monde parce que nous n'en avons qu'un et que nous ne pouvons pas nous permettre qu'il se brise en mille morceaux. Alors c'est tout ça qui nous a entraînés, qui nous a passionnés, qui nous a ravis au sens où ça nous a capturés. Et on a donc décidé d'en faire du théâtre. Alors comment faire du théâtre avec tout ça ? Alors on ne voulait pas faire un biopic, on ne voulait pas faire une iconographie, on ne voulait pas faire une hagiographie, encore bien moins. Et en lisant beaucoup, ce qui revient souvent, c'est qu'Hannah Arendt a le génie de l'amitié. Et que pour elle, avant tout, comptent ses amis. Alors on a décidé de raconter l'histoire, un moment de son histoire, le moment new-yorkais, et l'histoire de cette tribu, de ce groupe d'amis. Donc c'est un portrait d'Anna avec un groupe d'amis. Et comment ces gens vivent, aiment, agissent dans une époque convulsée par des questions inouïes. Autour d'Hannah Arendt, nous aurons donc convoqué sa tribu, ses amis, ceux qu'elle aime, et particulièrement ceux qui sont proches autour d'elle à New York dans les années 50. Donc il y a bien sûr son mari, Heinrich Blücher, qui est allemand, qui a été spartakiste auprès de Rosa Luxembourg, et qui est un autodidacte, et qui devient professeur de philosophie à New York. On l'appelait le Socrate de son temps. Parce qu'il n'a jamais rien écrit. Il y a Robert Gilbert, qui est l'ami d'enfance d'Heinrich Blücher. Et Robert Gilbert, c'est un ami de Brecht. Et Brecht était, pour Hannah Arendt, le poète contemporain le plus important, le dramaturge le plus important. Elle le comparait à un Goethe de notre temps, c'est pas rien. Et Robert Gilbert, donc, il a écrit des chansons pour Brecht, mais il a aussi écrit beaucoup de chansons populaires qui ont été traduites en français, par exemple, comme C'est nous les gars de la marine, une chanson des chômeurs pendant la crise de 29, qui était chantée dans toute l'Europe et dans toutes les troupes de théâtre ouvrier, et dans tous les syndicats proches des partis communistes.
il est ensuite à New York. Alors à New York, il va traduire les grandes opérettes de Broadway, My Fair Lady, Cabaret. Robert Gilbert, c'est vraiment l'esprit de la République de Weimar, des cabarets Karl Valentin. Donc il est là, lui. Et puis il y a Hans et Laure Jonas. Alors Hans Jonas, on le sait peu en France, mais c'est le philosophe actuellement qui est le plus traduit au monde, plus même qu'Hannah Arendt. C'est le fondateur du principe responsabilité, de l'écologie politique. Et c'est aussi un ami d'enfance d'Hannah Arendt. Ils se sont connus quand ils avaient 17 ans, ils ont étudié avec Heidegger. Et c'est lui qui a introduit Hannah dans les cercles du sionisme. Et c'est lui qui lui a fait connaître tous les grands leaders politiques qui seront aux responsabilités dès 1948 et dans les années 50 dans l'État d'Israël. Hans Jonas, c'est un philosophe combattant, c'est un philosophe engagé, c'est un philosophe aussi qui croit en Dieu. C'est un philosophe qui connaît le Talmud sur le bout des doigts, qui connaît tous les récits des contes juifs. C'est un philosophe très très puissant. Et il y a sa femme, qui est aussi une intellectuelle et qui est aussi proche des mouvements sionistes. Et tous deux défendront Hannah Arendt lorsqu'elle sera violemment attaquée pour ses positions assez iconoclastes, notamment après l'écriture de Eichmann à Jérusalem. Donc voilà, il y a enfin l'amie américaine d'Hannah Arendt, Mary McCarthy. Mary McCarthy, elle la rencontre aux États-Unis. Mary McCarthy est catholique, elle est très de gauche, démocrate. Elle prend parti dans la lutte pour les droits civiques, elle prend parti durant l'affaire du Watergate, elle prend parti contre la guerre du Vietnam et elle introduira Hannah Arendt dans tous les cercles activistes des États-Unis. Elles sont très très proches, très liées et jusqu'à sa mort, elle sera auprès d'elle, Mary McCarthy. Elle mènera une vie très mondaine à travers l'Europe, avec de nombreux maris. Elle a des histoires de cœur très compliquées, ce qui amuse beaucoup Anna. Et puis, il y a aussi tous les gens avec qui Anna aime dialoguer. Parce que pour Hannah Arendt, on est quelqu'un de cultivé lorsqu'on choisit ses amis, aussi bien chez les vivants que chez les morts. Et pour Hannah Arendt, dialoguer avec Robert Gilbert ou Hans Jonas, c'est à peu près équivalent que dialoguer avec Emmanuel Kant, avec Périclès ou avec Homère. Alors, ils seront là aussi, bien sûr. Voilà.